Écoutez le RTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, les titres. Pré-lancement hier après-midi de la Biennale Tombouctou 2025 qui se tiendra du 18 au 28 décembre, le gouverneur de la 6e région appelle les ressortissants de Tombouctou à se mobiliser pour réussir l'organisation de ce grand rendez-vous culturel. Il a des vertus thérapeutiques car ses écorces, racines et feuilles sont utilisées dans le traitement de certaines maladies, mais il est menacé de disparition à cause de la destruction de la flore. Le grand format de cette édition porte sur le caïcédra. En Libye, la nomination de Saddam Haftar comme commandant adjoint de l'armée nationale a été validée hier par l'Assemblée nationale, siégeant à l'est du pays. Une nomination qui devra lui permettre de succéder à son père, le maréchal Khalifa Haftar, à la tête de l'armée. Sport Afro-Basket masculin Angola 2025. Le Mali joue contre la Côte d'Ivoire en quart de finale à 15h. En football, on connaît depuis hier les affiches des quarts de finale du CHAN 2024. Ici, l'ouverture de la saison sportive de la FEMA Foot est prévue le 1er septembre. La Supercoupe se jouera le 11 octobre. Le championnat professionnel de Ligue 1 démarre le 17 octobre. La problématique de la pollution du fleuve Niger par l'empaillage artisanal ou industriel, c'est le sujet de la chronique de l'environnement du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition mise en onde par Alphonse Traoré et Fousseni Sissoko, mise en ligne par Badi Touré. Pré-lancement hier après-midi de la Biennale artistique et culturelle du Mali édition 2025 à Tombouctou, le ministre en charge de la culture, Mahmoud Dafé, a donné le coup d'envoi lors d'une cérémonie au Centre international des conférences de Bamako en présence des membres du gouvernement, des gouverneurs des régions ainsi que des représentants de la cité des 333 saints. La Biennale est prévue du 18 au 28 décembre prochain. Pour la réussite de ce grand rendez-vous culturel, les gouverneurs de la 6e région estiment qu'il faut relever les défis organisationnels, sécuritaires et d'hébergement, d'où le lancement des cartes de soutien. Le point avec Seydou Traoré. Le Centre international de conférence de Bamako, aux couleurs de la richesse culturelle et artisanale de Tombouctou. Une forte mobilisation de la communauté de la cité mystérieuse, les gouverneurs des régions et les membres du gouvernement. Ce rassemblement, c'est pour le pré-lancement de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Un honneur pour les ressortissants de Tombouctou. Arsina Sissé, président de la coordination des associations pour le développement des cercles de la région de Tombouctou. La région de Tombouctou voit en la Biennale une opportunité de relèvement économique, de développement, de brassage entre toutes les filles et tous les fils du Mali. Un pré-lancement à l'allure de la cérémonie d'ouverture de la Biennale, avec la découverte des potentialités culturelles de la cité des 333 saints à travers un film documentaire, la prestation d'une troupe artistique du collectif des jeunes griots de Tombouctou et un défilé de mode en tenue traditionnelle représentant l'ensemble des couches de Tombouctou. Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Chacun de nous, chacun de vous doit mouiller les maillots pour la réussite de la Biennale. Les défis sont nombreux. Il s'agit de défis d'hébergement, des défis organisationnels. Il s'agit particulièrement des défis sécuritaires. Tombouctou organise et Tombouctou gagne. La Biennale Tombouctou 2025 coïncide avec l'année de la culture, occasion de mettre plus en valeur la richesse et la diversité culturelle du Mali. Mahmoud Dafé, ministre de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. Cette édition va être un moment unique pour rassembler le peuple du Mali dans la vision du chef de l'État, parce que ça s'inscrit directement dans le programme de l'année de la culture décrété par le président de la transition. Donc une année très spéciale dans notre pays. La Biennale en elle-même est spéciale. Au rythme de l'ensemble instrumental du Mali et des troupes artistiques, le ministre Dafé a rappelé les efforts du gouvernement et du chef de l'État pour l'organisation de cette biennale. Par ailleurs, le gouvernement de Tombouctou rappelle au public que les cartes de soutien sont désormais disponibles.
Renforcer les capacités des maires et présidents des délégations spéciales du district de Bamako et environ pour une meilleure gestion des inondations, c'est l'objectif d'une rencontre de 2 jours organisée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile à travers le secrétariat permanent du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, le compte rendu de Diamba Moussa Konati. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a mis l'accent sur le volet planification pour la gestion des risques et catastrophes. Cette planification vise à prendre en compte dans les PDSEC un certain nombre de préoccupations liées à la paix, à la stabilité et à la gestion des crises. Cette journée vise donc à renforcer les capacités des autorités locales pour une meilleure coordination interministérielle et gestion des inondations. Draman Guindo, administrateur civil à la Direction générale des collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous avons entamé un processus d'élaboration des programmes de développement économique social et culturel au niveau des 87 communes, dans lesquelles les questions relatives aux inondations, aux incendies, occupent une place très très importante dans les programmes, ce qu'on appelle la nouvelle génération des PDC qui sont en cours d'élaboration actuellement. Les organisations de la société civile jouent un rôle très important. Et aujourd'hui, ce sont des collectivités qui sont au cœur en ce qui concerne les questions relatives à la gestion des crises et des catastrophes. Cet atelier de formation devra contribuer à coordonner la mise en œuvre des initiatives prises par les plus hautes autorités pour une gestion concertée et collégiale des inondations dans notre pays. Peter Grabo-Golding, chef de mission ECAP Sahel Mali. Sur ce volet de gestion civile de crise, nous avons bâti un partenariat fécond avec le ministère de la Sécurité à travers ce projet qui assure la coordination des activités de différents acteurs impliqués dans la gestion des crises et des catastrophes. Ensemble, nous pensons que gérer les risques de manière préventive et se préparer à affronter les crises et faire face, c'est l'affaire de tous. Omar Sogoba, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Les inondations de 2024 ont entraîné des dégâts très importants et de nombreux cas de perte de vie humaine. Les actions des différents acteurs ont démontré qu'une bonne gestion de la situation de crise générée par les inondations nécessite une intervention coordonnée à différents niveaux. Les autorités locales jouent un rôle crucial, notamment en matière de prévention et de réponse. Les participants se familiariseront avec des notions telles le cadre légal de la gestion de crises et catastrophes, les outils de gestion de crise, plan d'organisation des secours au Mali hors sec. Quant aux élus des collectivités des régions de Ségou, Mopti, Koulikoro et Douanza, ils suivent présentement à Ségou une formation sur les nouveaux guides d'élaboration des programmes de développement économique, social et culturel des PDSEC qui doivent désormais prendre en compte les questions environnementales et foncières. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées au Mali. De Ségou, la correspondance de Kandé Silla et Bakari Traoré. Il s'agit à travers cet atelier d'outiller les responsables des collectivités sur un nouveau guide d'élaboration des PDSEC, programme de développement économique, social et culturel. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées au Mali, PRTD Mali, et le pôle de Ségou regroupe les maires, secrétaires généraux des collectivités des régions de Ségou, Mopti, Koulikoro et Douanza. Madou Diallo, coordonnateur du projet de restauration des terres dégradées au Mali, PRTD Mali. À la suite du processus d'adoption de ces 87 PDSEC, nous allons lancer un appel à candidature pour les projets de restauration des paysages et pour les projets d'amélioration des moyens de subsistance des populations. Et tout cela pour un coût d'à peu près 7,5 milliards de francs CFA. Plusieurs thématiques vont être développées. La gouvernance climatique, la grille de priorisation des objectifs du développement durable et l'intégration des changements climatiques et des ressources naturelles dans les PDSEC. Abdraman Sissé, directeur général des collectivités territoriales. Les communes vont être formées sur la dynamique d'élaboration du guide PDSEC. Nous avons un nouveau guide PDSEC qui tient compte des questions des ODD,
notamment les questions de choc climatique, les questions des risques de catastrophes, tout ce qui concourt à améliorer le cadre de vie des populations. Le projet de restauration des terres dégradées au Mali est une initiative du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable en collaboration avec le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Il est financé par la Banque mondiale. Ségou Kandesila, Bakary Traoré pour l'heure. À présent, le grand format de cette édition, le caïcédra de son nom scientifique, Caia sénégalis, peut atteindre 35 mètres de haut et plus de 2 mètres de diamètre. Les écorces, les feuilles et les racines de cet immense arbre ont des vertus thérapeutiques. Elles sont utilisées pour traiter des maux. La quête de ces différentes parties n'est pas sans conséquence sur le développement de la plante. Aujourd'hui, cette espèce végétale, protégée dans plusieurs pays dont le Mali, est menacée de disparition à cause de la destruction de la flore. Il faut souvent une fouille minutieuse de la forêt pour en trouver. Nous vous proposons de suivre ce dossier réalisé par Agali Agissa de la station régionale de Loire-Tembougouni. D'une résistance élevée, le caïcédra est aussi appelé acajou du Sénégal ou arbre de l'indépendance. Cet arbre est planté depuis les indépendances pour border les routes et pistes à l'intérieur des grandes villes. Il pousse dans toute l'Afrique de l'Ouest. Commandant Ibrahim Maïka, directeur régional des eaux et forêts de Bougouni. Le caïcédra, son nom scientifique, ça s'appelle le Caia sénégalensis. C'est un arbre qui est très majestueux et qui est très utile de façon écologique. C'est vraiment une plante qui s'adapte aussi à beaucoup de sols. C'est une espèce aussi dont toutes les parties permettent de soigner l'homme et même les animaux. Le Caia sénégalensis pousse dans toutes les régions du sud du Mali. Il est beaucoup prisé pour ses vertus thérapeutiques. L'écorce grise et écaillée, les racines et les feuilles sont utilisées pour traiter des maladies. Brima Souri Sidibé, thérapeute. Les écorces du caïcédra sont très utiles. Nous les utilisons pour guérir plusieurs maladies. Les racines aussi sont utiles. Alima Sidibé, cliente. Ma grand-mère m'a demandé de chercher les écorces du caïcédra pour mon enfant, car elles guérissent beaucoup de maladies. Cette immense plante est considérée comme arbre protecteur et purificateur. Ces différentes parties sont utilisées dans les rituels de protection et de purification qui varient selon les traditions. Brima Souri, Sidibé, thérapeute. Pour les filles, nous les utilisons pour laver la bouche. Par exemple, quelqu'un qui te fait des bêtises, tu l'envoûtes avec ça. Ces racines aussi qui traversent la route sont aussi utilisées dans le même sens. Des pratiques qui ne sont pas sans danger pour le développement végétal de cette plante qui peut aller jusqu'à 35 mètres de hauteur avec un tronc de 2 mètres de diamètre. Des gens enlèvent les écorces n'importe comment. C'est très dangereux pour l'arbre. Les éleveurs aussi coupent les branches pour nourrir les bétails. Cela contribue beaucoup à la destruction de cet arbre. Outre les vertus thérapeutiques, le caïcédra est utilisé par les menuisiers pour fabriquer des embarcations, des tables bancs et autres meubles. C'est pourquoi cet arbre qui, selon les spécialistes, ne donne pas ses fruits avant ses 20 ans d'existence est protégé par la loi. Commandant Ibrahim Maïka, directeur régional des eaux et forêts de Bougouni. Cet arbre fait partie des espèces partiellement protégées. Sa coupe est soumise à une autorisation, une redevance d'abattage. Lorsqu'on fait cette exploitation sans autorisation, il y a des amendes qui sont infligées aux champs. Cette amende s'élève à 300 000 dans les textes avec la nouvelle ordonnance, avec un emprisonnement de 1 mois à 3 ans d'emprisonnement. Malgré cette réglementation en vigueur, le nombre de caïcédras se rétrécit d'année en année à cause de la destruction du couvert végétal. Nous constatons toutes les formes d'agressivité contre cet environnement, en commençant d'abord par le domaine classé. Donc toutes les forêts classées sont agressées par non seulement les champs de culture, l'orpaillage semi-mécanisé, mécanisé. Je demanderais vraiment à toutes les sensibilités de procéder aussi à des actions de reboisement. Djibril Balou, secrétaire général de la Fédération régionale d'exploitants forestiers. Chaque année, nous fournissons beaucoup d'efforts pour protéger le caïcédra, car nous savons que c'est un arbre très utile pour les humains.
Les cacédras, cet arbre géant, contribue beaucoup à la protection de l'environnement. Et c'est conscient de cela que le gouvernement du Mali a initié des journées de reboisement Bougouni, Agali Agissa, Abdul Karim Konate, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. À l'étranger, une délégation du Fonds monétaire international FMI séjourne depuis hier au Sénégal. Des experts auront à examiner l'exécution du budget 2025, préparer les grandes lignes de la loi de finances 2026 et mesurer l'avancée des réformes. Cette étape intermédiaire est décisive pour sécuriser les futurs décaissements et renforcer la crédibilité des politiques publiques. Les techniciens du ministère sénégalais des Finances devront démontrer la capacité du pays à maintenir un déficit sous contrôle tout en assurant le financement des priorités sociales et économiques. Le président ghanéen gracie 998 prisonniers, parmi lesquels figurent 33 prisonniers malades, autant de prisonniers âgés de 70 ans, des femmes enceintes et des autres blessés. La peine de 87 condamnés à mort a été commuée à la prison à vie. 51 autres condamnés à perpétuité ont vu leur peine réduite à 20 ans d'emprisonnement. 16 dossiers présentés par l'administration pénitentiaire ont été rejetés. En Libye, la Chambre des représentants basée à l'est du pays a validé la nomination de Saddam Haftar comme adjoint au commandement de l'armée nationale. Il avait été nommé à ce poste la semaine dernière par son père, le maréchal Khalifa Haftar. Le vote de l'amendement de la loi relative à l'armée nationale libyenne s'est déroulé lors d'une séance très fermée et en présence d'un nombre très limité de parlementaires. Cet amendement permet à Saddam Haftar de succéder à son père à la tête de l'armée. Au Kenya, 75 jeunes ont été inculpés hier pour terrorisme, 450 autres manifestants pour des crimes au motif qu'ils ont participé à des manifestations antigouvernementales fin juin, début juillet. Selon les bureaux du procureur, ils sont accusés d'attroupement illégal, d'extradition des biens, entre autres. Ils encourent des peines allant jusqu'à la prison à vie. Le président russe Vladimir Poutine propose une rencontre bilatérale avec son homologue ukrainien à Moscou lors d'un appel téléphonique avec le président américain Donald Trump, mais Volodymyr Zelensky a décliné l'offre. Le président français a proposé Genève. La Suisse, un pays neutre, s'est dit prête à accueillir Poutine et lui accorder une immunité car il est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Les États-Unis proposent Budapest, la capitale hongroise, pour abriter la rencontre trilatérale Trump, Poutine et Zelensky. En Afghanistan, 78 personnes, dont une majorité de migrants de retour d'Iran, ont péri hier soir dans un accident de la route. Un autocar est entré violemment en collision avec une moto et un camion qui transportaient du carburant, provoquant un incendie. La police accuse le conducteur de l'autocar de vitesse excessive et de négligence. Au Pakistan voisin, les pluies torrentielles qui s'abattaient sur le pays depuis une semaine ont fait au moins 393 morts selon les autorités. Les opérations se poursuivent pour sortir des dizaines de corps encore ensevelis sous les débris. Nous entamons la page sport de cette édition football. Transfert des joueurs, ça bouge en Europe pour certains footballeurs maliens qui changent de club, entre autres Mamadou Sangari, Néné Dorgeles et Edaman Traoré Malouda ont changé de tunique. Sur le continent, on connaît désormais les tableaux des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Ici au Mali, la Supercoupe de la FEMAFOOT se jouera le 11 octobre. Le championnat professionnel de Ligue 1 démarrera 6 jours plus tard, c'est-à-dire le 17 octobre. Afro-Basket senior masculin Angola 2025. Les quarts de finale débutent aujourd'hui. Le Mali affronte à 15h la Côte d'Ivoire pour une place en demi-finale. La synthèse de l'actualité sportive avec Aridou Matina. Balle au panier Afro-Basket senior masculin en Angola. Les quarts de finale débutent ce mercredi avec 2 rencontres. À 15h, la Côte d'Ivoire vice-championne affronte le Mali. À suivre cette rencontre Mali-Côte d'Ivoire à 15h en direct et en intégralité sur la télévision nationale ORTM 1. Juste après, il y aura le second quart de finale entre le Nigeria et le Sénégal. Les 2 derniers quarts de finale se jouent demain jeudi. Le pays hôte l'Angola affronte le Cap-Vert qui a éliminé en barrage la Tunisie détentrice du trophée et l'Égypte sera face au Cameroun.
La Fédération malienne de football donne des précisions par rapport au démarrage de la nouvelle saison à travers une lettre circulaire portant fixation des dates des compétitions nationales. Ainsi, l'ouverture officielle de la saison sportive 2025-2026 est prévue le 1er septembre 2025. La Supercoupe se jouera le 11 octobre 2025. Le démarrage de la deuxième édition du championnat professionnel Ligue 1 est prévu le 17 octobre 2025. S'agissant du championnat féminin de première division, il débute le 3 décembre 2025. La finale de la Coupe du Mali des hommes est prévue le 16 mai 2026 et celle des dames le 9 mai 2026. S'agissant de la dernière compétition, le tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle, il se jouera du 13 au 27 mai 2026. Championnat d'Afrique des Nations CHAN. Les quarts de finalistes sont désormais connus. Grosse performance des 3 pays co-organisateurs de la compétition, à savoir le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda qui se sont tous qualifiés. Ainsi, en quart de finale vendredi, le Kenya sera face à Madagascar et la Tanzanie croisera le Maroc. Samedi, l'Ouganda jouera contre le Sénégal et le Soudan affrontera l'Algérie. Transfert en Europe, certains joueurs maliens changent de club. L'international malien Mamadou Sangaré du Gaucher à Lens, club de Ligue 1 française. Mamadou Sangaré Gaucher a passé hier avec succès sa visite médicale et s'est engagé avec le Racing Club de Lens jusqu'en 2030. Autre Malien qui change de club, Néné Dorgelès, qui quitte le club autrichien de Salzbourg pour rejoindre Fenerbahçe et doit signer un contrat de 5 ans avec le club turc entraîné par un certain José Mourinho. Adama Traoré Malouda, lui aussi va découvrir cette saison le championnat turc. L'international et le gauche malien s'est engagé avec Genkler Birligi pour 2 ans après avoir évolué en France, en Moldavie et en Hongrie. Adama Traoré Malouda va découvrir son 4e championnat européen. Chronique de l'environnement. Une chronique qui s'intéresse aujourd'hui à la pollution chimique du fleuve Niger par leur paillage artisanal ou industriel. Le mercure et le cyanure, utilisés pour extraire le métal jaune, menacent durablement l'écosystème fluvial. Orpaillage et poison, les drames invisibles, c'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Dans les zones aurifères du Mali, Kangaba, Bougouni ou encore Kenyeba, le fleuve Niger est devenu le théâtre d'un orpaillage effréné. Porté par le mirage d'un enrichissement rapide, des milliers de bras fouillent ses rives et son lit. Mais derrière l'éclat trompeur de pépites, c'est un désastre écologique qui s'installe. Face à cette ruée, des voix locales s'élèvent. À Kenyeba, Djelimori Damfaga, président de l'Association pour la restauration et la revalorisation des anciens sites d'orpaillage, Arasso, tire la sonnette d'alarme. La réalité est que la population de Kenyeba est en train de vivre à cause de la pollution issue de l'orpaillage. Elles sont très nombreuses. Elles sont à la fois d'ordre sanitaire et d'ordre économique. Vous savez, les orpailleurs utilisent des produits chimiques pour extraire l'or. Ils utilisent également de l'eau. Ces eaux-là sont issues des rivières et des fleuves et de l'eau souterraine aussi. Donc, les produits qu'ils utilisent comme le mercure contaminent vraiment ces eaux-là. D'autres comme Abdul Karim Samake Dibadi, initiateur de Kungoso, choisissent de mobiliser et de sensibiliser, transformant l'indignation en action. La toute première chose que nous faisons, c'est la sensibilisation et l'éducation. Kungoso organise des ateliers, des causeries, débats, souvent avec les populations, souvent avec les écoles qui visitent, pour expliquer aux communautés, aux étudiants, les conséquences de l'orpaillage, et parmi lesquelles nous pouvons citer les déforestations, la pollution des sols et des rivières. Dr Sidipa, professeur de génie environnemental et chef du département génie biomédical, chimique et environnement à l'ENI ABT, décrypte les impacts invisibles mais bien réels. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces deux produits, le mercure et le cyanure, sont utilisés dans l'extraction de l'or. Alors, s'agissant du mercure, c'est un métal lourd qui peut être sous forme liquide selon les conditions de pression et de température ambiante. Le cas du mercure est un cas qui était très connu et qui date de très longtemps parce que l'orpaillage, quand même, c'est une activité qui a été développée pratiquement dans toutes les sociétés qui vivent au niveau des courants alluvionnaires, c'est-à-dire autour des cours d'eau.
parce qu'on sait que les cours d'eau charrient voilà, les limons, les sables, et puis on voit que souvent il y a les petites pépites d'or qui est là. Donc il s'agit de concentrer ces pépites d'or pour avoir des concentrations qui vont permettre d'avoir de l'or qui aura une valeur significative. Et parce que ce terre redeviendrait à laisser mourir le fleuve, des solutions émergent. Abdul Karim Samake plaide pour des mesures concrètes afin d'atténuer les conséquences sanitaires de l'orpaillage artisanal. C'est d'avoir des endroits de décantation de tout ce qui est eau utilisée dans le cadre de leur orpaillage, industriel qu'artisanal. Filtrer les rejets miniers avant qu'ils n'atteignent le fleuve Niger. Cela est faisable. Mais les gens qui doivent être formés à faire cela, c'est des emplois pour eux. Donc, encore une fois, lier l'école à la vie pratique. Que les collectivités aient des centres de formation des jeunes dans la gestion de ces réceptacles. Il faut créer un fonds de restauration écologique. Parce que, bien sûr, il y a la taxe sur ces orpailleurs. Mais est-ce que ces taxes-là prévoient des fonds de restauration des activités taxées? Si les activités sont très néfastes à l'environnement, il faut qu'il y ait des fonds pour pouvoir restaurer cet environnement. Sous les paillettes de l'or, le fleuve Niger saigne. Ce qui brille aujourd'hui pourrait bien nous coûter demain nos ressources les plus vitales, l'eau, la terre et la vie. C'est la fin de cette édition réalisée par Ousmane Daou, présentée par Siaga Konaté, mise en onde par Absetou Traoré, assistée de Fousseni Sissoko, la mise en ligne étant assurée par Badi Touré. Une édition à retrouver sur nos plateformes digitales. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer avec Kani Keita. Merci d'avoir suivi cette édition et bonne écoute radiophonique.